et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Et c'est donc l'heure de la chronique politique de cette édition. Une édition à suivre, vous le savez, notamment sur notre page Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Heureux de vous retrouver. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, retour sur cette résolution soutenue par la France vendredi à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Assemblée qui a voté à une majorité une trêve humanitaire en faveur d'une trêve humanitaire immédiate dans la bande de Gaza. Un texte qui a été élaboré par la Jordanie au nom du groupe des 22 pays arabes. La France a donc soutenu cette résolution, Alexis, à la différence des États-Unis et d'Israël, mais aussi, et c'est important de le souligner, d'autres pays européens comme l'Autriche, la République tchèque ou encore la Hongrie. Vous avez tout résumé, c'est-à-dire qu'effectivement on avait un choix, si on était dans le en même temps véritable, on avait un choix lâche, mais qui d'une certaine manière permettait de ne pas heurter à ce point les Israéliens et tous ceux qui, de par le monde, soutiennent leur résistance et leur contre-offensive aux attentats absolument atroces dont ils ont été victimes le 7 octobre. Il y avait un moyen, c'était éventuellement ce neutralisme dont on sait qu'il n'est pas forcément très bien inspiré historiquement, c'était celui de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui peut constituer, dans un moment de dilemme absolu, un moindre mal. Donc mais s'abstenir comme les Britanniques, par exemple. Exactement, ou comme l'Italie, voilà, pour des raisons que je ne défends pas, mais dont on peut comprendre la genèse politique. Là, malheureusement, par la voix de ce monsieur de Rivière, la France fait le choix de la France à l'ONU. Voilà, que je ne connais pas personnellement, je n'ai rien contre lui, mais je pense que la France fait le choix le plus calamiteux qui se puisse imaginer. Au terme d'une séquence, vous le savez, Steve, où j'ai plutôt été de ceux, et j'assume parfaitement ma position, qui ont défendu la manière dont le président de la République a témoigné de sa solidarité, même plus que ça, de son amitié affectueuse aux Israéliens lors de sa tournée israélienne. Je pense notamment à la journée de mardi dernier. On était ensemble à la radio, vous avez fait des directs, bien sûr, sur cette question. Vous décriviez une sorte d'en même temps diplomatique du président de la République. Oui, mais un en même temps, comment vous dire, qui à l'époque n'était pas choquant. C'est-à-dire qui correspondait, je vais vous dire, à deux choses. Solidarité effective et absolue à l'égard d'Israël dans son droit légitime à se défendre. Il a rencontré le président Herzog, il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu, il a rencontré le chef de l'opposition Yair Lapid. C'est le message qu'il a tenu. Et aussi, bien sûr, le dessin d'une perspective politique dans un deuxième temps. Mais ça, j'allais vous dire, il n'a rien inventé. C'est la position de la France depuis toujours sur ce qu'on appelle... Avec le soutien à une solution à deux États. Exactement, sur ce qu'on appelle improprement dans les chancelleries le conflit israélo-palestinien. Donc là, de ce point de vue-là, le président de la République n'a rien commis de transgressif à l'égard des Israéliens. Alors qu'est-ce que change ce vote en faveur de cette résolution ? Attendez, j'ajoute un mot. Ce sont ces conversations avec un philosophe célèbre, Bernard-Henri Lévy, qui sera bientôt à notre micro, qui lui ont inspiré cette excellente proposition d'une coalition internationale contre le Hamas. Et il l'a probablement d'ailleurs pas si bien présenté que cela. Enfin, il y a eu des cafouillages visiblement, mais cette proposition, il faut le dire et le redire, allait dans le sens des intérêts essentiels d'Israël. D'ailleurs... Et c'est Bernard-Henri Lévy qui en est à l'origine ? Eh bien, écoutez, en tout cas, des échanges avec lui ont permis de mettre au point cette idée. Donc, vous voyez que là, tout cela se situe du côté de ce que je vous ai toujours dit, et je le redis parce que c'est clairement la ligne personnelle d'Emmanuel Macron, mais il va y avoir un mais. Il est, depuis son élection en 2017, l'un des présidents les plus amis d'Israël que nous ayons jamais eu. Le problème, et là je trouve qu'ils ont tout gâché avec cette résolution. Le problème, c'est le en même temps. Alain Finkielkraut, à qui je parlais ce matin, me dit oui, absence de colonne vertébrale. J'entendais tout à l'heure, évidemment, on n'est pas obligé de prendre au pied de la lettre ses propos, le président de Reconquête, un parti politique classé dans la droite civilisationnelle, Éric Zemmour. Que dit-il ? Il dit, il veut ménager deux clientèles, deux peuples dans le peuple français. D'où ce en même temps, aujourd'hui, hélas, incompréhensible. Les gens n'y comprennent plus rien. Effectivement, comment, d'un côté, vous pouvez soutenir une résolution, à mon avis, bien inspirée d'une coalition internationale pour contrer le Hamas, et de l'autre côté, laisser votre ambassadeur voter cette résolution scélérate. Il y a quelque chose là... Qui ne mentionne pas le Hamas. Qui ne mentionne même pas le Hamas. Alors certes, l'ambassadeur s'est dédouané en disant « Je regrette que le Hamas et les otages ne soient pas mentionnés. » Enfin, dans ces cas-là, pourquoi il l'a voté ? Vous voyez, c'est incompréhensible. Sauf si l'on prend en compte une dimension sociologique qui, à mon avis, en fait, est la clé des hésitations d'Emmanuel Macron dans sa ligne politique, c'est qu'effectivement, il tient compte de quelque chose qui l'angoisse,
peut-être à juste titre, qui sont les répercussions possibles de ce qu'on appelle en France le conflit israélo-palestinien sur une partie de la population française. Pour le dire autrement... Donc il voudrait donner des gages. Exactement. Pour le dire autrement, il vivrait, selon cette hypothèse, dans une sorte de crainte et tremblement des répercussions possibles, potentielles, de ce conflit s'il s'éternisait, s'il s'accentuait, s'il s'aiguisait sur le sol de la République française. Alexis, dans le même temps, Israël a appelé à la démission du secrétaire général de l'ONU, le Portugais Antonio Guterres, qui a indiqué que le massacre du 7 octobre n'était pas intervenu dans un vacuum politique après 56 ans d'occupation israélienne. Quelque chose ne va décidément pas rond. Alors, j'allais dire, c'est encore plus grave, d'une certaine manière. Hein, on est d'accord, dans la gradation de la gravité, paradoxalement, c'est encore plus grave. Pourquoi ? On peut, et c'est mon cas, c'est votre cas, bien sûr, c'est le cas de Finkielkraut, on peut contester la résolution de l'ONU sur la trêve humanitaire. Nous venons d'en parler, c'est absolument évident, et Macron n'aurait pas dû... Mais ne pointe pas de responsabilité israélienne, ce que fait Antonio Guterres. Le président de la République, dont je vous ai dit les qualités, dont je vous ai dit n'aurait pas dû laisser faire ça. Mais là, c'est plus grave. C'est ce que notre ami Finkielkraut, dans un livre ancien, avait appelé le crime originel. Quelle est, au fond, la thématique du crime originel ? C'est de penser qu'il y a un élément originaire dont découle tout le mal. En citant cette phrase, recitez-la précisément, parce qu'effectivement, je l'ai sous les yeux. L'attaque terroriste ne vient pas de rien, mais de 56 ans d'occupation israélienne étouffante. Qu'est-ce que sous-entend Guterres ? À l'intention de tous les anti-occidentaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'un groupe qui conjoint énormément de gens, des Russes à la Chine et de l'Iran, bien sûr, à tous ses alliés dans le monde émergent, dans le tiers-monde, dans le monde émergent. Il sous-entend que ce serait la réalité de l'occupation qu'à juste titre, beaucoup de gens en Israël ont pu critiquer dans leur histoire. Je prends David Grossman ou Amos Oz, ce sont des sionistes purs et durs, ils n'ont jamais été spécialement tendres envers l'occupation, ce qu'ils appellent l'occupation. Donc on peut la critiquer. Mais en revanche, en faire l'origine du terrorisme djihadiste antisémite qui se déchaîne aujourd'hui contre l'État d'Israël et plus largement contre la civilisation occidentale, c'est vraiment vouloir ne rien comprendre à ce qui arrive. Et donc, à ce titre, Mark Eisenberg, le président de l'Alliance israélite universelle, a pris l'initiative d'une pétition importante pour dénoncer ces propos, ces analyses extrêmement fallacieuses et potentiellement dangereuses. Vous voyez bien le combustible pour la haine que constitue ce type de propos, potentiellement, mais aussi pour demander qu'évidemment, symboliquement, leur auteur, Antonio Guterres, soit démis de ses fonctions. Je ne sais pas si cela... disponible sur le site change. Voilà, je ne sais pas si cela arrivera, mais effectivement, vous avez vraiment à l'ONU un internationalisme devenu sénile, devenu malade. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cet internationalisme-là. C'est un internationalisme dont on a l'impression qu'il reprend cas un cas les pires éléments de la rhétorique de guerre froide contre les États-Unis et contre Israël dans les années 60 ou 70 qu'avait analysé mon cher Raymond Aron, mais c'est une autre histoire, cher Steve. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Alexis Lacroix, vous qui êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qui préparait un livre sur Raymond. Voilà, vous savez, il faut bien s'occuper dans la vie. Vous avez de quoi faire. Émission à réécouter en podcast sur radiojuif.fr. Et on se retrouve demain, de toute façon. En vidéo, absolument. Voilà. Et nous reparlons très certainement du déplacement d'Éric Zemmour en Israël. Qui fait beaucoup de bruit. Qui fait beaucoup de bruit. Et voilà, Ce sera pour demain. Exactement. Merci Alexis. Merci à vous.